Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça va, toi? Bah oui, ça va. Ok, t'es en forme, t'es prête? Ouais. On est parti pour faire un nouveau FAQ, donc foire aux questions. On va répondre à toutes vos questions que vous nous avez posées sur Instagram, là, quand tu fais le fameux posez-moi vos questions là sur Instagram. Et on a sélectionné que des questions de perte de poids, parce que c'est ce qui revient quand même assez régulièrement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu veux que je lise déjà toutes les questions ou est-ce qu'on fait question par question? Non, question par question, comme ça. D'accord. Alors, ce que je ferai, c'est que je mettrai les chapitres sur YouTube, comme ça les gens pourront aller voir les questions qui les intéressent le plus. Alors, la question 1, c'est est-ce que je dois forcément être en déficit calorique pour perdre du poids? Alors ça, c'est la fameuse question que tout le monde se pose. Alors je dirais oui et non. Il n'y a pas de réponse toute prête. En fait, ça dépend des personnes, ça dépend les situations, ça dépend plein de facteurs. Un déficit calorique peut être de 1800 calories pour une personne et d'autres personnes peuvent être en déficit calorique à 2400 calories. Donc, on va dire qu'il n'y a pas des calories données pour une personne, mais il va y avoir, on va dire, en fonction des gens. Et puis, il y a des personnes pour qui le déficit calorique va fonctionner tout de suite, parce que c'est des personnes qui mangent énormément, par exemple, qui ont un métabolisme qui est très élevé. Et il y a des personnes qui mangent que 1000 calories. Et ces personnes-là, on peut pas les mettre en déficit parce qu'ils sont déjà en déficit, mais on va dire qu'ils sont un petit peu bloqués leur perte de poids, leur métabolisme, et il n'y a plus rien qui se passe. Donc, pour ces personnes-là, je dirais que pour perdre du poids, au contraire, faut pas être en déficit calorique, faut remonter les calories. Et pour d'autres personnes qui mangent beaucoup trop, on peut en effet faire un déficit calorique. Alors après, on parle de déficit calorique de l'alimentation ou le sport. Parce qu'on peut être en déficit calorique en faisant uniquement du sport, c'est-à-dire que là, je sais pas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu manges peut-être 2000 calories, tu ne perds pas de poids, mais demain, je te dis, tous les jours, tu fais 35 minutes, 45 minutes de cardio, donc tu vas brûler 200, 250 calories, 300 calories en fonction de l'intensité que tu vas y mettre, et là, magie, tu vas être en déficit calorique. Pourtant, tu n'as rien touché au niveau de ton alimentation. Donc, on peut être en déficit calorique avec l'alimentation, avec le sport aussi, avec les deux. Et après, il faut partir aussi d'un point A pour aller à un point B. Mais pour moi, on n'est pas obligé, si c'est pour répondre à cette question, de créer un déficit calorique via l'alimentation pour une perte de poids. Après, moi, je pense que, comme tu l'as très justement dit, en fait, avant de se dire est-ce que je fais un déficit calorique ou pas, pour la personne qui pose la question, il faut déjà se dire quel est mon profil de mangeuse. C'est-à-dire, est-ce que je suis une régimeuse? Donc, potentiellement, je suis une régimeuse, c'est-à-dire que je suis en restriction cognitive la plupart du temps. Je mange très peu, je mange peu de glucides, je fais des assiettes juste protéines, légumes, je mange peu de gras, etc. Donc potentiellement, je vais avoir un faible apport calorique au quotidien. Donc là, mon métabolisme est déjà bas, et si je fais encore un déficit calorique, c'est ce que tu disais, t'es en dessous de tes besoins physiques, de ton métabolisme de base, donc c'est très dangereux pour la santé. Ou est-ce qu'en fait, tu es une mangeuse, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui mange trop et tu as pris du poids parce que tu as trop mangé, peut-être de l'alimentation industrielle, trop de sucre, trop de junk food, parce que tout simplement tu as un bon coup de fourchette, tu aimes bien manger des grosses quantités, bref, voilà, c'est possible que tu aies pris du poids juste parce que tu manges beaucoup. Et là, à ce moment-là, tu as un métabolisme plus élevé, le déficit calorique peut t'aider. Déjà, première chose. Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que ma physiologie interne me permet d'encaisser un déficit calorique? C'est-à-dire que si tu es épuisé, si tu es stressé, si tu as déjà un système digestif qui ne fonctionne pas, si tu as des carences, etc., si tu as une thyroïde qui va pas bien, si tu as déjà des compulsions, ne va pas faire un déficit calorique parce que là, tu vas creuser ta tombe. Donc là, c'est en priorité régler les problèmes de santé, rééquilibrer la physiologie. Et une fois que tout ça, c'est bien calé, bien cadré, ok, peut-être qu'on peut penser à la perte de poids et au déficit. Alors, deuxième question, pourquoi je prends du poids alors que je mange sainement? Ça, c'est la question que je crois on nous pose 36 fois par jour sur Instagram. Hein? Donc, on va en faire une réponse collective. Je pense que ça pourra vous aider. On va répondre à cette personne, ça pourra en aider un plus grand nombre. Alors, manger
sainement, ça veut pas forcément dire manger équilibré dans les macronutriments qui sont adaptés à ton profil. Si tu manges sainement, déjà, bravo, c'est très bien de manger sainement, de manger des aliments qui sont non transformés, de manger brut. Donc déjà, c'est très très bien. C'est un premier pas. Mais on va dire que dans le socle de la perte de poids, c'est pas ce qui importe de manger sainement. Ce qui importe, c'est de manger le bon nombre de calories qui est adapté à ton métabolisme et à ta physiologie. Et ce qui importe aussi énormément, c'est de manger les bons macronutriments en équilibre et de bien les répartir sur sa journée et au sein de chacun des repas. Donc, comme je disais, c'est très bien de manger sainement, mais il faut encore pouvoir bien équilibrer tout ça dans sa journée et que ce soit cohérent en fait avec son métabolisme. Ensuite, donc une fois qu'il y a cette approche qui est vérifiée, la distinction entre manger sainement et manger équilibré, adapté à soi, parce qu'on peut très bien manger sainement au final et manger 4000 calories saines. Moi, je mange sainement et je mange 4000 calories saines, alors que si tes besoins sont de 2500, forcément, tu vas prendre du poids. Tu peux aussi manger sainement, mais te sous-alimenter, ce qui bloquera dans l'avenir ton métabolisme. Tu peux te dire, je mange sainement, mais au final, je mange 1000 calories alors que mes besoins sont de 2000-2500. À ce moment-là, tu vas fragiliser ton métabolisme et bloquer ta perte de poids. Après, il y a d'autres facteurs. Une fois que c'est OK, c'est équilibré, c'est sain, équilibré, c'est super. Il y a d'autres facteurs qui sont autres que l'assiette. Il y a le stress chronique, qui peut augmenter le cortisol, donc la perte de poids. Il y a aussi le manque de sommeil. Il y a aussi les troubles hormonaux, la thyroïde. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut aller vérifier. Ça, ce sont des exemples, mais qui peuvent perturber une perte de poids ou qui peuvent enclencher une prise de poids. Et si on mange sainement, qu'on mange équilibré, qu'on fait tout bien, qu'on est persuadé, qu'on valide, qu'on fait tout bien, mais qu'il y a encore une prise de poids, peut-être qu'il y a d'autres choses à explorer, peut-être faire des analyses, peut-être aller fouiller un petit peu plus de ces côtés. Ensuite, question 3. Est-ce qu'il faut supprimer les glucides pour maigrir ? Bon, mais bien sûr, il faut manger 0 glucides. Regarde, j'en suis la preuve. Mais d'ailleurs, j'ai eu une femme coaching là qui était très très intéressante avec Hélène. Et d'ailleurs, j'ai enregistré son témoignage parce que je trouvais que c'était hyper intéressant. Et justement, on en parlait de ça. Et elle me disait, c'est quand même incroyable. Je suis arrivée à perdre 9 kilos en 3 mois. Donc son bilan, là, c'était 9 kilos. Et en mangeant des glucides à tous les repas, des pâtes, du riz, des flocons d'avoine, des fruits, se fait des gâteaux le matin, se fait des gâteaux l'après-midi. Et d'ailleurs, il y a ses collègues qui lui disaient, mais c'est pas possible, t'as réussi à perdre du poids en mangeant des pâtes tous les jours. Et en fait, il y a personne qui la croyait, quoi. Voilà, donc... Donc, tu n'es pas une extraterrestre. Toutes tes clientes le font aussi. Et je mettrai la semaine prochaine, du coup, le témoignage d'Hélène. Ouais. Ça va vous aider. Ça n'arrive jamais, ça, en fait, que moi, j'ai besoin de supprimer les glucides dans une diète avec une personne pour arriver à lui faire perdre du poids. Je vois pas pourquoi je le ferais, puisque ça fonctionne sans les supprimer. Et supprimer les glucides, je trouve que c'est supprimer une source d'énergie qui est vraiment indispensable et encore plus pour nous, les femmes et notre système hormonal, ne serait-ce que pour notre humeur, notre bien-être, notre sommeil. J'ai remarqué que quand on diminue trop les glucides, le cycle hormonal est perturbé, on est très stressé, nous, les femmes. Ensuite, on dort pas bien, on n'a pas d'énergie pour aller faire du sport. Donc, je vois pas pourquoi je supprimerais les glucides alors que ça fonctionne très très bien en gardant des glucides à tous les repas. Alors après, c'est sûr qu'on va pas manger 400 grammes de pâtes par repas, hein, voilà. On va vraiment adapter à chaque personne les glucides qui lui conviennent, la quantité qui convient à la personne aussi. On va essayer de placer les glucides de manière intelligente dans la journée. On va les placer aussi à chaque fois avec des fibres pour ralentir l'insuline et la glycémie. On va à chaque fois y mettre une source de lipides et à chaque fois, on va y mettre aussi une source de protéines. En fait, si vous faites bien les choses, il n'y a pas de problème à consommer des glucides. Même en très grande quantité au final, parce que c'est quelque chose qui est quand même rassasiant, qui donne de l'énergie. Donc c'est vraiment le dernier macronutriment en fait qu'il faudrait supprimer
pour pouvoir perdre du poids. Et puis de toute façon, il y a un moment donné, le problème c'est qu'on ne tient pas avec une diète qui est très basse en glucides, voire sans glucides. Après, on a faim, on se sent fatigué. Il y a beaucoup de femmes qui font des troubles du comportement alimentaire. Et d'ailleurs, la personne en question que j'ai eu le témoignage tout à l'heure, elle avait pris une diététicienne qui lui avait fait un plan à 1200 calories et qui lui avait complètement supprimé les glucides. Et elle a même pas tenu une semaine avec cette diète et elle a tout envoyé chier parce que c'était trop compliqué à tenir. Donc non, il n'y a pas besoin de supprimer les glucides pour maigrir. Donc c'est intéressant après ce que tu dis. Nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes, et c'est vrai qu'il y a une mode qui sévit depuis quelques années, avec la mode du low carb, voire du keto. On a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans des régimes low carb ou keto, qui sont encore dedans, et qui essayent de remettre des glucides, et à ce moment-là, reprennent du poids. Le truc, c'est que bien souvent, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont se dire « Ah les glucides, ça me va pas, regarde, j'ai encore grossi ». Mais en fait, elles profitent de quoi? De quoi comme moment? Les moments où elles vont au resto ou les moments où elles sont invitées chez mémé. Et à ce moment-là, elles mangent des glucides qui ne sont pas des glucides de bonne qualité, ou elles les mangent en trop grande quantité, ou c'est pas bien combiné. Et là, elles se disent « Ah tiens, je comprends pas, t'as vu, j'ai mangé plein de gâteaux, j'ai mangé plein de burgers, plein de pizzas, je suis pas bien, j'ai grossi, t'as vu, les glucides, ça me va pas. » Donc elles font ce raccourci qui est erroné. Et automatiquement, en sortant d'une restriction de glucides aussi intense et puis en mangeant des glucides de mauvaise qualité, forcément, ça ne passe pas. Donc ça, c'est super intéressant et important de faire la distinction entre bons glucides et glucides qui le sont un peu moins. 4e question. Est-ce qu'on peut perdre du poids sans faire de sport? Alors oui, dans l'absolu, on peut perdre du poids. À partir du moment où on a un déficit calorique, de toute façon, on peut perdre du poids quand c'est bien fait, de la bonne façon, quand c'est pas un déficit calorique qui est trop intense, bien sûr. Mais on a quand même besoin de faire une activité physique. Pour moi, c'est important quand même de faire travailler son cœur, son corps, d'avoir un physique qui est musclé, tonique. C'est pas bon de ne rien faire et d'être sédentaire. Mais ne serait-ce que aller faire des pas, une marche quotidiennement, minimum 30 minutes par jour, avec une diète qui est bien adaptée et un léger déficit calorique, bien sûr qu'on peut perdre du poids. Alors après, c'est vrai que le physique peut-être ne plaira pas dans le miroir parce que on va peut-être être un peu mou et flasque. Mais c'est possible, bien sûr, de perdre du poids sans faire de sport ou du moins sans faire du sport à outrance, comme certains pensent qu'il faut faire du sport pour faire du poids. D'ailleurs, c'est pareil aussi. La plupart des personnes qu'on a en coaching, on ne leur fait pas faire du sport à outrance. C'est pas à haute intensité. Voilà, c'est pas du sport qui est difficile, qui est compliqué, qui quand tu finis ta séance de sport, t'es complètement sur les rotules. Moi, j'ai ma manière à moi de faire le sport, mais c'est pas du tout la manière. Sauf si la personne me le demande, me dit attends, je veux le même type de programme que toi, je veux en chier comme toi et tout. Ok, pas de problème. Mais la plupart du temps, les filles qui arrivent, déjà, elles sont débutantes dans le coaching. Je vais pas leur mettre des séances de sport de taré. Donc déjà, ne serait-ce que juste mettre en place des pas quotidiennement, bouger un peu plus, faire quelques exercices, mettre en mouvement le corps. Faire un petit peu de cardio, etc. Déjà, rien que ça fait toute la différence. En fait, il faut bien faire la distinction, pour la personne qui pose la question, quels sont tes objectifs, tout simplement? Est-ce que tes objectifs, c'est simplement de perdre du poids sur la balance? Je veux perdre du poids sur la balance. Je sais pas, ta balance, ça met 80 kilos, et toi, tu veux qu'il y ait 70 kilos. Voilà, c'est tout ce que tu veux. Voilà, c'est un objectif de perte de poids. Ensuite, il y a des gens qui ont un objectif de modification corporelle ou de transformation physique. C'est-à-dire qu'elles se disent « Ok, là, mon physique, actuellement, il est comme ça. Je veux avoir des fesses plus galbées. Je veux avoir des cuisses plus dessinées. Je veux avoir un ventre plus plat. Je veux avoir des bras qui ne sont plus les triceps chauve-souris. » Donc à ce moment-là, bien évidemment, il faudra faire du sport. On n'a pas de baguette magique, on ne peut pas sculpter son corps sans faire de sport. Les deux vont de pair. Et malheureusement, aujourd'hui, dans notre société de la gratification immédiate, on pense, avec les réseaux sociaux,
qu'en faisant rien ou qu'en consommant des produits miracles ou des régimes miracles, on voit des avant-après fantastiques. On pourra avoir ce genre de physique sans se fouler. Malheureusement, c'est pas possible. Donc ça, il faut bien le cadrer, bien le caler et se dire, ok, quels sont mes objectifs physiques? Et en fonction de ça, soit je fais du sport, soit je fais de la marche, soit je fais de la musculation. Mais faut pas rêver non plus. On peut pas avoir un corps de sportive sans faire de sport. Passons maintenant à la question numéro 5. Comment savoir si mon métabolisme est lent? Alors, il y a plusieurs signes qui indiquent un métabolisme lent. Déjà, ça va être une perte de poids qui est difficile. La personne a du poids en trop et a beaucoup de mal à perdre du poids. Bon, ça, c'est vraiment un signe que son métabolisme est lent. Une personne qui a froid tout le temps, frileuse, ou alors les pieds et les mains très froids aussi, les extrémités froides. Ça peut être un signe aussi que le métabolisme est ralenti. Une personne qui est tout le temps fatiguée, un peu apathique, qui n'a pas d'énergie, qui n'arrive pas à avancer. Le moindre truc, c'est difficile. Ensuite, ça va être aussi les ongles cassants, perte de cheveux. Voilà. Enfin, tout ça peut être des signes que le métabolisme est ralenti. Après, le mieux, c'est vrai qu'on fait souvent des autodiagnostics. On voit de plus en plus de vidéos ou de réels sur les réseaux. 3 signes, 4 signes que ton métabolisme est ralenti. Et on a tendance à faire des autodiagnostics. Donc, le mieux à ce moment-là, c'est de vérifier sa thyroïde. C'est 3 T4, voilà, de bien aller en profondeur sur les examens thyroïdiens. Et aussi, regarder les niveaux hormonaux. Voilà, comme ça donne aussi un aperçu. Et bien évidemment, se poser la question sur qu'en est-il de mon passé alimentaire? Est-ce que j'ai fait des régimes à gogo par le passé? Est-ce qu'aujourd'hui encore, je supprime le glucide, je saute des repas, je fais du jeûne intermittent? Est-ce que je fais du keto? Est-ce que j'ai fait des régimes très low carb ces dernières années? Et si c'est le cas, effectivement, ça peut être un signe que le métabolisme est ralenti. Alors, la 6e question qu'on nous a posée, pourquoi je perds du poids, mais je finis par stagner au bout d'un moment? Alors, si en effet on a fait un déficit calorique pour perdre du poids et que c'est un gros déficit calorique, au bout d'un moment, le poids descend et si on a calculé son déficit calorique sur le poids de départ, si on a perdu du poids, si on a perdu 5-10 kilos, forcément, le métabolisme est plus exactement le même. Il faut recalculer ses calories sur le nouveau poids, déjà. Ça peut être un signe qu'il faut revoir les calories à ce moment-là. C'est possible aussi que le corps, au bout d'un moment, il en ait marre, que le déficit calorique, ça fait trop longtemps, qu'il va s'adapter aussi. Et donc, pour certaines personnes, il faut faire ce qu'on appelle une relance métabolique ou un refeed un petit peu. C'est-à-dire que une journée par semaine, par exemple, on remonte les calories, surtout sous forme de glucides, pour redonner un petit peu de l'énergie au corps et lui permettre de nouveau déstocker. Mais on peut aussi très bien faire des relances métaboliques sur 1, 2, 3 semaines. Moi, des fois, ça m'arrive aussi. J'ai des personnes qui stagnent un peu. On sent qu'il y a fatigue qui est là. Il n'y a plus la même niaque au sport. On sent que voilà, tout ça ralentit. Il y a un peu plus faim. C'est plus difficile en fait de tenir son déficit. Donc à ce moment-là, ce qui est bien aussi, c'est d'accepter cette fameuse stagnation, voire une petite reprise de poids. Si on en a perdu 10 et qu'on en reprend 1 dans le processus, c'est pas très grave. Pour après justement réenclencher une perte de poids et repartir sur un déficit calorique, mais avec un corps qu'on aura reboosté entre guillemets pendant une petite période. Donc voilà, après ça dépend depuis combien de temps on est en déficit calorique, ça dépend comment est le corps, l'état d'épuisement. Donc tout ça, il va falloir le prendre en compte. Et après, ce qu'on peut faire aussi, c'est ajuster son activité physique, parce que peut-être que il faut remonter un petit peu l'activité physique, rajouter peut-être un petit peu du cardio. Il faut aussi peut-être travailler sur sa masse musculaire, justement pour avoir un petit peu plus de muscles qui vont brûler un peu plus au repos, parce que pour certaines personnes aussi, si on perd beaucoup de poids,
Dans le poids perdu, il y a toujours un petit peu de masse musculaire quand même si on essaye de garder des calories quand même pas trop basses et un niveau de protéines quand même très élevé pour éviter que pendant la perte de poids, il y ait une fonte musculaire, mais il y en aura toujours une. On peut pas faire 100% perdre que du gras, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Il y a toujours un petit peu de muscles qui partent là-dedans et forcément, du coup, il y a un petit peu de métabolisme aussi qui va s'abaisser un tout petit peu parce qu'on aura un petit peu moins de masse musculaire. Donc il faut travailler en parallèle aussi sa masse musculaire, un petit peu plus de cardio, revoir le déficit calorique s'il n'est pas trop bas depuis trop longtemps, et puis refaire une petite relance métabolique et voir quelques refeeds aussi de temps en temps, remonter les glucides pour rebooster un petit peu quoi. Or, il faut bien comprendre aussi que la perte de poids, c'est pas un processus linéaire et que ça va pas descendre tout droit comme ça, une belle courbe vers le bas. Non, en fait, il va y avoir des moments où il faut aussi que ça remonte, que le corps se régénère, lui redonner confiance, parce que enclencher une perte de poids aussi, ça veut dire être en déficit calorique, mais en tout cas, créer un déficit pas calorique, que ce soit par l'alimentation ou par le sport. Et donc ça peut l'affaiblir un peu, le stresser un peu. Donc il n'y a aucun souci, et je sais même conseiller, quand il y a des longues pertes de poids, de soit stabiliser, soit reprendre un peu de poids, et c'est pas grave quand c'est bien fait. Voilà, justement, par rapport à ça, on va rebondir sur une autre question, la question 7. Est-ce que je dois me peser tous les jours? Alors, devoir, non, pas forcément. Ça dépend aussi ce que l'on souhaite. Et ça dépend le rapport que l'on va avoir avec la balance. Je sais que les personnes très angoissées du fait de se peser et de monter sur la balance, et pour elles, c'est très compliqué. Moi, je prends la pesée de la balance comme une donnée à un instant T. Il faut savoir que nous, les femmes, on fluctue énormément dans une semaine. Il suffit dans cette même semaine, on passe par les règles, un repas le soir un petit peu plus conséquent, un peu plus riche en glucides et en sel, etc. Une journée très stressante. Voilà. En fait, tout ça peut faire que le lendemain matin, on peut se retrouver avec 1, 2, 3 kilos de plus sur la balance. La fluctuation chez une femme, c'est énorme. Donc, plutôt que de prendre une donnée par semaine et que cette fameuse donnée, c'est le mauvais moment où on s'est pesé, donc c'est ballot. Et là, il y a 2, 3 kilos de plus sur la balance, donc c'est sûr que ça fait râler. Donc moi, je pars plutôt du principe que si on a une bonne relation avec la balance et qu'on prend le chiffre comme une donnée et comme une manière de voir comment les choses évoluent, parce que moi, je travaille sur une moyenne sur la semaine. Je ne travaille pas sur une pesée journalière. C'est-à-dire que la personne, moi, je demande de se peser toute la semaine et dans les tableaux que je propose, le poids, en fait, qui va être noté tous les jours, va faire une moyenne sur la semaine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la moyenne sur la semaine et de voir comment la moyenne, elle évolue de semaine en semaine. Si cette moyenne, elle stagne, on va faire des choses. Si cette moyenne, elle descend, c'est qu'on fait bien les choses. Si cette moyenne, elle monte, c'est qu'on fait mal les choses. Donc, pour moi, c'est très important, en fait, d'avoir cette donnée. Mais après, je sais qu'on a tous et toutes des processus qui sont différents, des manières de voir les choses différemment. Donc faites comme vous voulez en fait au niveau de la pesée. Si vous voulez vous peser qu'une seule fois par semaine ou toutes les 2 semaines parce que vous avez une relation qui est conflictuelle avec la balance, faites comme ça pour voir où vous en êtes. Si vous voulez avoir des résultats très précis et pouvoir adapter votre nutrition et votre alimentation de semaine en semaine, pesez-vous tous les jours et faites une moyenne de cette pesée sur la semaine. Voilà, en sachant que la semaine de règles, le poids sera toujours un petit peu plus élevé que la semaine d'avant. Et c'est tout à fait normal. Il faut pas s'apauler, il faut pas se dire « Oh là là, qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi? Je comprends pas. J'ai repris 500 grammes, 1 kilo sur la semaine. » Et oui, mais c'est tout à fait normal. En fait, quand nous, on a nos règles, forcément, on a un peu plus de rétention d'eau. On va, pendant 2-3 jours, avoir une fluctuation du poids sur la balance. Donc, il y a un côté aussi, quelque part, rassurant. Commencer à connaître son corps, comment il fonctionne. Le fait de se peser tous les jours, ça permet de voir aussi à quel moment on va faire plus de rétention d'eau dans le cycle. Moi, je sais que
j'ai une fluctuation 2 fois dans mon cycle. J'ai une fluctuation la veille de mon ovulation. J'ai 500 grammes de plus sur la balance. Et j'ai une fluctuation pendant mon cycle, pendant mes règles aussi. Je peux avoir aussi 500 grammes à 1 kilo de plus sur la balance. Et je m'aperçois aussi que quand je fais des repas un petit peu plus copieux la veille, le lendemain, je peux aussi avoir 1 kilo de plus sur la balance qui va partir très rapidement. Ouais. Après, en termes de préparation mentale et de reconditionnement mental, je pense que l'exercice de la balance, c'est vraiment quelque chose de très intéressant en termes de développement personnel et de gestion des émotions. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que le chiffre que l'on voit affiché sur une balance n'est qu'un élément factuel, finalement. C'est qu'une donnée et c'est l'émotion, les pensées et les sentiments qu'on va créer autour et les croyances qu'on va associer à ce chiffre qui vont nous mettre dans des états émotionnels plus ou moins agréables ou désagréables. Et ça, je pense que moi, en tout cas en coaching, c'est ce que je fais. Je travaille avec les TCC, les thérapies comportementales et cognitives, et ça se permet vraiment de reconditionner en fait la vision qu'on peut avoir d'une donnée qui finalement n'est que factuelle, parce qu'au final, vivre dans le stress et l'angoisse toujours de ce poids sur cette balance, je pense que il y a quelque chose derrière à aller travailler. Alors, 8e question, comment gérer les fringales pendant le cycle menstruel? Alors, comment les gérer? Je dirais que déjà, la première des choses, c'est d'apprendre à connaître son cycle. Parce que beaucoup de femmes, en fait, ne savent même pas à quel moment elles ovulent, combien dure leur cycle, où est-ce qu'elles en sont dans leur cycle, etc. Donc moi, déjà, ce que je fais aussi dans mes accompagnements, c'est que je fais reconnecter les femmes à leur cycle hormonal et à leurs sensations. Et il y en a pas qui me disent « Ah, mais c'est incroyable, je sentais même pas que j'ovulais et tout. Maintenant, j'arrive à le ressentir, je sais à quel moment c'est. Je comprends plus de choses aussi sur ma manière d'être, mes émotions, mon stress, mes fringales. Et comme on est toutes différentes, il n'y a pas une règle, en fait, qui va être établie pour toutes les femmes. En fait, c'est vraiment en notant sur vos tableaux à quel moment du cycle vous avez la dalle en tête. À quel moment du cycle ça commence à partir en cacahuète. Et comme on est toutes différentes, il y a des personnes, ça va être à J23, J24, J25, J27. Il y a des personnes, ça va être pendant les règles. Il y a des personnes, ça va être un petit peu après. Les envies vont être complètement différentes d'une femme à l'autre. Mais de manière générale, la chose qui est importante à savoir, c'est qu'à partir du moment où vous avez ovulé, votre métabolisme augmente. À partir de ce moment-là, en fait, on peut très bien manger 100, 200 calories de plus jusqu'aux règles. Parce que notre métabolisme est beaucoup plus élevé, en fait, parce que, en fait, le corps, soit il a engendré une grossesse avec cette ovulation, soit l'ovule n'a pas été fécondé et donc devra être éliminé. Et dans les deux cas, ça demande de l'énergie. Donc, c'est important, après cette ovulation, justement, de commencer peut-être progressivement à augmenter tout doucement les calories pour certaines personnes. Et il y en a d'autres qui voudront peut-être les monter un petit peu plus drastiquement pendant ces 2-3 jours où il y a ces fameuses fringales. Mais c'est vrai que si on anticipe, si on commence à partir de J14 à augmenter un petit peu les calories, notamment les glucides, j'ai remarqué que à ce moment-là, on a besoin aussi de manger un peu plus de glucides, voire un peu plus de protéines aussi pour avoir un effet un peu plus satiété. Ouais, exactement. Donc là, après, c'est à chacune de voir un petit peu ce qu'elles veulent augmenter au niveau de leur diète. C'est important d'en prendre conscience, de pas culpabiliser et de pas se dire oh là là, j'ai pas de volonté, j'arrive pas à tenir, etc. Donc pendant cette période, c'est tout à fait normal d'avoir un petit peu plus faim et d'avoir un petit peu plus envie. Donc faites-le. Surtout mangez suffisamment et c'est pas grave. De toute façon, le métabolisme il augmente. Alors après, on entend bien, il va pas falloir manger 1000, 2000, 3000 calories en un repas ou en une journée, parce que là, c'est vrai que ça peut avoir un impact sur la prise de poids. Mais si on augmente petit à petit 100, 200 calories par jour sur quelques jours, c'est pas dramatique et au contraire, ça va éviter des grosses crises de nourriture.
Ok, bah justement, question 9. Est-ce que je suis obligé de compter mes calories si je veux perdre du poids? Donc moi, par rapport à ça, je vais vous expliquer un petit peu la chose à faire. Parce qu'en fait, il y a différentes phases, différents niveaux. Euh, En fait, ça dépend où tu en es. La personne qui pose la question, ça dépend où elle en est. Si c'est une personne, on va commencer par le début, qui mange mal. D'accord? Elle mange des aliments de mauvaise qualité, elle a une mauvaise alimentation, elle mange de la junk food, elle enchaîne les restos, elle enchaîne les McDo, elle mange des bonbons, voilà, toutes ces choses-là, et elle ne mange pas sainement, et elle n'a aucune connaissance en nutrition. Là, à ce moment-là, la personne, ça sert à rien qu'elle compte ses calories, en fait. Ce qu'il faut qu'elle fasse à l'instant T, c'est juste, entre guillemets, qu'elle mange sainement. Voilà, mange déjà sainement. Donc, apprends à faire des petits déjeuners équilibrés, des repas équilibrés, une assiette santé équilibrée, des collations équilibrées, des choses comme ça. Mange à ta faim, mais sainement, sans te soucier des calories. Mets-toi à l'activité physique, fais un peu de sport. En fait, adopte un mode de vie sain, tout simplement. Si à ce moment-là, rien qu'en faisant ça, tu as des résultats qui te vont très bien. Tu perds du poids, tu es en forme, tu as une bonne digestion, etc. C'est parfait. Tu sais quoi? Te prends pas la tête, ne calcule pas tes calories, et c'est cool. Reste comme ça. Si tout ça, tu le fais déjà, si tu manges déjà sainement sur le papier, si tu fais déjà un peu de sport, des choses comme ça, mais que tu n'as pas de résultats, ou que les résultats que tu as ne te conviennent pas, bien que tu as plein de problématiques, que tu es fatigué, que tu digères pas, que tu prends du poids, que tu as des problèmes avec l'alimentation, que tu as des compulsions, à ce moment-là, oui, tu dois passer au niveau supérieur. Et le niveau supérieur, quand je mange sainement, c'est ce que Céline disait tout à l'heure, c'est manger équilibré et adapté à toi. Et ça, comment tu peux le faire? En calculant tes calories. Donc en étant sûr de manger ni trop peu, juste par rapport à tes besoins. En étant sûr de bien manger suffisamment de protéines. Parce que si tu n'as pas de protéines, tu n'as pas de satiété. Donc tu vas avoir des envies de sucre incroyables. D'être bien sûr de manger des bons lipides en quantité suffisante. Parce que ça va réguler ton système hormonal. Justement, par rapport au SPM, tu vas te sentir mieux. Par rapport à ton niveau de stress, etc., tu vas te sentir mieux. Pareil au niveau de la satiété. Et pareil par rapport aux glucides. Et bien sûr que tu as ni trop peu de glucides, parce que c'est eux qui vont te donner de l'énergie. L'énergie d'aller faire ton sport, l'énergie de t'occuper de tes enfants, l'énergie de t'occuper de la maison, l'énergie d'être productive au travail, etc. Donc en fait, notre réponse par rapport à ça, c'est ça dépend. Est-ce que je suis obligé de calculer mes calories? Ça dépend à quel niveau où tu es. Nous, on a plusieurs programmes. On a un programme qui s'appelle « Mange pour mincir ». Si tu veux juste apprendre à manger sainement, tu peux faire le programme qui s'appelle « Mange pour mincir ». Et il y a tout dedans et on ne parle pas de calories. Il y a un plan alimentaire, il y a des menus, il y a tout ce qu'il faut. Et à ce moment-là, il y a plein de gens déjà qui ont fait ce programme-là, qui juste en faisant ça, ils ont déjà eu des résultats. Et si tu vois qu'en faisant tout ce qu'il y a dans le programme, tu es peut-être bloqué, peut-être que tu as atteint un plafond de verre, peut-être que tu stagnes, à ce moment-là, tu peux te dire « Ok, étape suivante ». Et l'étape suivante, c'est calculer tes macronutriments, calculer tes calories. Et pour ça, on a aussi un autre programme qui s'appelle Nutrition Précision et qui permet aux personnes qui sont déjà rendues là d'aller plus loin et de mettre de la conscience justement sur leurs calories et d'apprendre de A à Z. On a marqué dans la description « Deviens la reine des macros ». Voilà, l'idée, c'est ça, c'est de maîtriser complètement cet outil. D'ailleurs, toi, est-ce que tu penses que tu serais rendu au niveau où tu es physiquement, même au niveau de ton bien-être, sans passer par la case du calcul des macros? Impossible. Voilà. Si tu veux des résultats précis, il faut faire preuve de précision. J'ai 40 ans, je veux perdre du ventre, je veux avoir des bras musclés, je veux avoir un beau fessier. Il faut être précise. Tu peux pas avoir ces résultats-là sans faire preuve de précision alimentaire. Non, ouais, c'est... La précision, c'est quand même un truc de fou parce que moi, je me rends compte, avec les années d'expérience et tout ça, tu vois, si dans ma journée, j'ai ne serait-ce que 20 grammes de protéines en moins, mais je le sens direct. Tu vois, sur plein de choses. Sur ma satiété, sur mon énergie, sur... pareil pour les glucides. Donc en fait, si tu veux, à partir du moment où j'ai trouvé
La partition idéale, on va dire, pour mon corps, mon équilibre, ce qui me va bien, dès que je diminue, que j'en mange pas assez, je me sens pas bien, tu vois. Je me sens fatiguée, je récupère moins bien au niveau du sport et tout. Bon, autant il y a des gens qui disent, je calcule mes calories pour voir que je mange pas trop. Moi, je calcule mes calories à mon niveau là maintenant pour vérifier que je mange assez. En fait, parce que là, avec le sport que je fais, si je mange pas assez, je peux vite me prendre le mur. Donc, oui, c'est si tu veux, maintenant, c'est devenu une partition qui est très précise pour moi, et c'est dans cette précision où je me sens bien et où mon corps se sent bien, et j'ai besoin en fait de calculer. Alors, c'est pas vraiment que je calcule tous les jours, parce que mon petit-déj, je connais la recette par cœur, mes collations, je fais les recettes. Voilà, je connais mon plan, je sais exactement mes grammages, je sais tout ce qu'il faut que je mette dans mon assiette, donc j'ai plus vraiment besoin de calculer mes calories. Mais par contre, j'ai mon plan qui est bien établi et qui est noté. Je sais exactement mes grammages tous les jours, que ce soit mon petit-déj, voilà. Et puis tout est réglé comme du papier à musique. Je mange à telle heure le matin, je mange toutes les 3 heures. C'est comme ça aussi que j'ai réussi à augmenter mon métabolisme. Parce que tout à l'heure, on parlait du métabolisme, mais augmenter son métabolisme, ça passe aussi par manger plusieurs fois par jour. Tu vois, il n'y a rien de pire que de sauter des repas, que faire des jeûnes, etc. Il n'y a rien de pire pour flinguer un métabolisme, en fait. Moi, c'est là où j'ai le plus monté mon métabolisme, c'est quand je suis arrivée à 6 repas par jour. Mon métabolisme est carbure de dingue, en fait. Ouais, après, ça, c'est pas adapté à tout le monde, logistiquement parlant. Et puis, toi, tu fais quand même beaucoup de sport. Donc, c'est dans une autre approche. Mais les personnes qu'on va accompagner font 4 repas par jour. Oui, 4, voire des fois 5. Voilà. C'est des collations après. Oui, c'est des collations. Voilà. Mais justement, en parlant de ça, toi, les femmes que tu coaches au début, elles sont réticentes au calcul des calories. Ouais. Qu'est-ce qu'elles te disent comme feedback à la fin? Elles le voient bien, en fait. J'en ai certaines qui me disent mais oui, mais attends, je vois trop que si on n'avait pas calculé les calories, jamais j'aurais pu comprendre tout ça. Et puis il y a une certaine notion aussi, tu vois, de comprendre ce qu'on met dans son assiette, parce que sinon c'est vraiment du hasard. Tu vois, quand t'as pas de notion de calories, tu mets 100 grammes dans ton assiette de courgettes, 100 grammes de viande rouge, 100 grammes de beurre de cacahuète, pour toi c'est 100 grammes en fait. Mais au niveau des calories, tu vas passer 100 grammes de courgettes, t'as 30 calories, à 100 grammes de beurre de cacahuète, et là t'en as 600, tu vois. Et c'est là en fait où les personnes, elles se disent « Ah ouais, mais dis donc, les lipides, c'est hyper calorique !» Et c'est là qu'on se dit « Ah bah ouais, d'accord, je comprends pourquoi je perdais pas de poids, je mettais la bouteille d'huile d'olive dans ma salade, tu vois, tu crois bien faire en mangeant une salade, mais tu assaisonnes avec plein d'huile d'olive, tu mets plein de graines, plein d'avocats, etc. Tu sais, peu des aliments sains, au final, mais qui sont très très caloriques. Donc c'est ça, je pense que c'est important d'avoir des notions. Après, de continuer à calculer ses calories toute sa vie, pour certaines personnes, ça n'a aucun intérêt. À partir du moment où tu comprends comment composer ton assiette, que tu comprends à peu près quelle quantité de glucides tu as besoin dans ton assiette, de protéines et de lipides, de voir un petit peu à quoi ressemble ton petit déjeuner. Voilà, après, c'est des personnes qui n'ont pas vocation de faire des sports à haut niveau ou de la compétition ou des choses comme ça. Donc, il n'y a pas forcément intérêt à continuer à calculer ses calories ad vitam aeternam. Sauf si, à un moment donné, tu te dis « Ah bah tiens, j'ai envie de perdre 2-3 kilos, tiens, je vais remettre un peu le nez dans les calories. » Mais si de manière générale, tu arrives à bien comprendre comment composer une assiette, comment faire des collations équilibrées, comment faire un petit déj, etc. Voilà, après, à un moment donné, on peut aussi lâcher OK calories. Après, pour rebondir sur justement le calcul des calories, et pour rebondir sur une des premières questions qui a été posée par rapport au déficit calorique, de toute façon, c'est lié. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans des déficits caloriques de manière autodidacte. Parce que sur les réseaux, tout le monde te dit que pour maigrir, il faut être en déficit calorique. Donc les personnes se disent « Ah bon, je veux maigrir, donc je dois manger moins ?» Et elles se mettent à manger moins, mais de manière complètement empirique, sans rien quantifier, sans rien mesurer.
Et à ce moment-là, elles vont droit dans le mur parce qu'elles ont aucune aussi notion de nutrition. En fait, elles font un déficit calorique au pif. Et je pense qu'il n'y a rien de pire parce qu'elles doivent faire des journées au ras des pâquerettes. Parfois, je pense à 800 calories. Et là, il n'y a rien de pire pour flinguer un métabolisme. Ou bien elles vont juste regarder les étiquettes de la bouche. Ah bah tiens, là, il y a tant de calories. Souvent, elles ne savent même pas les interpréter correctement. Et puis, il y a aussi, je me prends une application, mais quand elles rentrent les données dans l'application, elles font n'importe quoi. Elles se trompent, elles mettent cuit au lieu de cru, elles pèsent mal les choses, elles font plein d'erreurs. Nous, en coaching, on a dû accompagner, je sais pas, peut-être plus de 1000 personnes largement. Et ça nous arrive quasiment jamais que quand on a les personnes en accompagnement, elles savent parfaitement calculer leurs calories. On doit, pendant 1 mois minimum, les former à calculer correctement les calories. Donc, quand vous dites oui, je vais me mettre en déficit calorique, ok, mais assurez-vous en amont d'être super bien calé en nutrition pour faire votre déficit calorique correctement. Si vous ne savez pas faire un déficit calorique, ce qui est tout à fait normal pour des gens pour qui ne sait pas le métier, ou pas pour des gens qui ne se sont jamais vraiment formés à ça, ne vous lancez pas dans le déficit calorique sur cette pente-là, ça pourrait être très dangereux. Vous pouvez suivre un plan précis fait par un coach ou un nutritionniste qui vous met en déficit calorique, mais par contre, vous aurez beaucoup moins de flexibilité. Ça, c'est le problème. Vous suivrez un plan qui est relativement rigide. Et puis quand tu te lances toute seule dans le déficit calorique et que tu te dis « je vais enlever des choses dans mon alimentation », imagine la personne, elle se dit « ah bah tiens, je mange plus de poisson et plus de viande pour faire un déficit calorique ». Elle enlève sa protéine animale de... Tu t'imagines ? Ouais. Et c'est catastrophique en fait quand tu sais pas faire un déficit calorique et que tu enlèves un des macronutriments qu'il faut au contraire laisser. Parce que tu te dis « ah bah j'ai vu que en effet... il fallait arrêter de manger de la viande pour la santé, que c'était pas très bon de manger de la viande. Donc, je vais enlever la viande pour créer un déficit calorique et dans mon assiette, il va rester que du riz et des légumes. T'imagines, là, la catastrophe. Ouais, ou bien enlever les féculents, ou bien enlever toutes les graisses. Bah tiens, le gras, c'est calorique, j'enlève tout les bonnes huiles, j'enlève les oléagineux, j'enlève le chocolat. Ouais, donc c'est ça aussi qui est intéressant quand on fait le calcul des calories, qu'on met de la conscience dessus. C'est qu'au contraire, ça permet de savoir si on fait pas n'importe quoi et de garder une forme d'équilibre. Moi, il y a quelque chose que j'explique très souvent en coaching aux personnes que j'accompagne. Je leur explique la philosophie à avoir derrière ce calcul des calories. En fait, vous avez 2 façons de voir les choses. Soit vous calculez vos calories avec une émotion racine de peur. C'est-à-dire vous calculez vos calories pour être bien sûr de pas manger trop, pour être bien sûr de ne pas dépasser vos calories, pour être bien sûr de maigrir. Vous restez en sous-alimentation. Donc en fait, c'est le contrôle qui vous habite, la peur et le contrôle. Voilà les émotions racines. Et forcément, vous êtes mal dans votre corps, vous êtes mal dans votre esprit et vous allez craquer. Ensuite, il y a une deuxième vision des choses, celle que nous adoptons, qui est une vision avec une émotion racine qui est basée sur l'amour et la conscience. Je calcule les calories parce que j'aime mon corps, parce que je veux être à mon plein potentiel, parce que je veux m'occuper de mes enfants, je veux m'occuper de ma maison, je veux déborder d'énergie, je veux aller faire du sport, etc. Donc à ce moment-là, je calcule mes calories pour être bien sûr d'apporter à mon corps tous les nutriments nécessaires, les calories, les protéines, etc. pour ne pas être épuisé et jouir de mon existence comme j'ai envie de le faire. Donc il y a vraiment cette distinction à faire entre je calcule les calories pour contrôler ou je calcule les calories pour être consciente de ce que je fais. Moi, je vais vous donner un exemple. J'adore aller faire du trail en montagne. Je vais parfois courir, tous les week-ends, je suis entre 3 et 4 heures et il y a des week-ends où je vais courir plus de 10 heures. Si je ne calculais pas mes calories, en rentrant d'une grosse sortie comme ça, au feeling, je vais manger au feeling, je serai épuisé. Je ne mangerai pas assez de glucides. Le fait de calculer mes calories m'a permis d'avoir quantifié le nombre de glucides que j'ai besoin. Et après une grosse sortie comme ça, bien évidemment, j'en mange beaucoup plus. Mais en fait, je récupère très bien, je peux passer un week-end avec ma femme tranquille, sans être épuisé, etc., etc. Mais si je ne faisais pas ça, tout mon week-end, je le passerais sous la couette à dormir parce que je n'ai pas donné à mon corps ce dont il a besoin. Alors, dernière question. Pourquoi est-ce qu'on refuse d'accompagner les personnes qui sont véganes, végétaliennes ? Est-ce qu'on est anti-végan ?
Moi, je suis anti, comment dire, tout ce qui n'est pas aligné avec la santé. Alors, je peux éventuellement concevoir qu'on réduise peut-être de la viande rouge pour X ou Y raison, parce qu'on n'aime pas ça ou parce qu'on la digère pas. Mais de là à supprimer en fait toutes les sources animales, c'est problématique quand même pour moi. Et en fait, je n'arrive pas à avoir de résultats santé avec une alimentation végétalienne, végane, qui ne contient aucun produit animal. Et à partir de ce principe-là, moi, si c'est juste pour faire plaisir à la personne et la laisser dans ses convictions, en sachant que ça va pas ce que je vais faire et que c'est contre nature et c'est contre la santé, je préfère dire non, en fait, et ne pas accompagner les personnes. Pour l'avoir vécu, moi, personnellement, dans mon corps et avoir vu les dégâts que ça a fait sur moi et aussi sur plein de personnes, je ne veux surtout pas, en fait, être responsable de ce genre de choses et continuer à accompagner les gens dans ce processus. Bien sûr que je pourrais accompagner les personnes et essayer qu'ils aient un équilibre dans les macronutriments, avoir suffisamment de protéines et tout, mais ça veut aussi dire manger beaucoup de protéines en poudre, et puis pour équilibrer en fait aussi tous les acides aminés, c'est compliqué. Voilà. Mais enfin, à partir de ce moment-là, et puis au niveau digestif, le problème aussi, il est là, c'est que quand on veut manger beaucoup de protéines et qu'on a un régime qui est végétalien, il faut manger beaucoup de végétaux. Et le problème, c'est que manger beaucoup de végétaux, ça a des limites, parce que les végétaux contiennent aussi beaucoup de poisons, d'antinutriments, d'oxalates, etc. Et au bout d'un moment, le système digestif, il suit pas. On est complètement en PLS au niveau du ventre, au niveau de la digestion. Et ça, c'est vraiment très problématique. Et j'ai pas de solution, en fait, par rapport à ça. Parce qu'à un moment donné, bien prouver des protéines, quand même, dans l'alimentation. Mais tout ce qui est protéiné, en fait, contient des antinutriments. Ça va être tout ce qui va être légumineuse, lentilles, tofu, soja. Et puis tout ça, en fait, ça flingue complètement le système digestif. En fait, il faut bien comprendre pourquoi la personne pose la question. Je resitue dans le contexte. Quand vous essayez de prendre un rendez-vous avec nous, il y a une question, il y a marqué « Êtes-vous végane, végétalienne et souhaitez-vous le rester ?» Si c'est le cas, nous ne pouvons pas vous accompagner. D'accord ? C'est pour ça que la personne pose la question. Je pose le contexte. Mais on a mis ça, pourquoi ? Parce que les personnes qui sont dans cette idéologie-là sont les plus difficiles à faire changer, parce que sur le plan éthique, elles ont des convictions que nous respectons complètement. Mais si la personne me disait ou nous disait je veux être keto, je veux le rester, je suis keto, je veux le rester, accompagne-moi, quelle serait ta réponse ? Non. Si la personne elle te dit je veux rester carnivore et ne me nourrir que de viande, est-ce que tu vas m'accompagner ? Quelle est ta réponse ? Non. Voilà, donc je veux bien que les gens comprennent cette nuance, c'est que pour nous, tout ce qui est extrême, ce qui est extrême et ce qui n'est pas adapté à une physiologie optimale, eh ben nous, on ne veut pas accompagner des gens parce qu'en fait, on les amènera jamais à leur plein potentiel. En termes d'accompagnement, nous, c'est pas un accompagnement, tiens un plan alimentaire et puis débrouille-toi. Nous, on passe 3 mois intensifs à coacher la personne avec elle H24 au quotidien. Donc en fait, toutes les problématiques liées au refus de rajouter tel ou tel type d'aliment, ben nous, on va se la payer dans la tronche. Avoir une personne fatiguée en coaching parce qu'elle refuse de manger des protéines animales ou de manger des glucides, c'est chiant. Ok ? Parce que nous, on sait exactement, c'est épuisant en fait en tant qu'accompagnant, parce que nous, on sait exactement ce qu'il faut faire, mais la personne freine des 2 pieds. Donc on va pas tous les deux dans la même direction, on ne prend pas tous les deux le même chemin. Donc en termes de coaching pur et dur, nous, on ne veut pas s'encombrer avec cette personne-là, on ne veut pas perdre du temps, on ne veut pas perdre de l'énergie. Et on respecte totalement les gens qui ont envie de se mettre dans ce mode de vie, mais par contre, on ne sera pas les meilleures personnes pour les accompagner. Et je pense que c'est plus pertinent d'aller voir des gens qui sont dans ces idéologies-là. Vous êtes vegan, allez voir des coachs vegan. Vous êtes keto, allez voir des coachs keto. Vous êtes carni, allez voir des coachs carni. Par contre, si vous avez été dans ces modes de vie et que vous voulez revenir à quelque chose d'équilibré, de pro-métabolique, de pro-santé, de pro-physio,
il n'y a pas de problème. Là, à ce moment-là, on est les meilleures personnes pour vous accompagner. Mais pour rebondir sur le plan logistique que soulignait très justement Céline, on va prendre juste un petit exemple et puis après on va conclure la causerie. Parce que pas plus tard que la semaine dernière, Céline, elle a une cliente qui voulait rejoindre notre programme et qui était vraiment butée, bornée dans les convictions était végétarienne. Mais par exemple, elle lui avait dit, elle mange 3 fois par semaine des œufs, c'est son grand max. Elle mange 2 œufs par jour et 100 grammes de pois chiches. Ce sont ses seules sources de protéines. Donc on fait le calcul, 100 grammes de pois chiches, allez, à vue de nez, je vais pas les données précises, mais on va dire 10 grammes. 10 grammes de protéines et 2 œufs. 10 grammes de protéines. Donc, ok, logistiquement parlant, on en est à 20 grammes de protéines. Peut-être un peu plus. Oui, il y a peut-être d'autres choses. Il y a des céréales, les machins. Allez, max, elle arrive peut-être à 40-50. Voilà, 40 grammes, 50 grammes de protéines, sachant que c'est des protéines qui sont végétales, donc ils n'ont pas un aminogramme, des acides aminés qui sont complets. Il y a des déséquilibres, ce qui ne correspond donc pas à des protéines complètes, c'est-à-dire animales. Donc on se retrouve avec, voilà, comme tu dis, un 40 grammes un peu brinque-ballant, quoi. Ok. Alors que la personne me dit à Céline qu'elle pratique le sport 3 fois par semaine, qu'elle a 2 enfants et qu'elle a un travail full-time job. Ok. Donc cette personne-là devrait manger 150 grammes de protéines à peu près. Ouais, entre ce ouais. Ok, d'accord. Donc en fait, on voit bien que ces apports sont complètement sous-évalués et que c'est sa vision des choses, son éthique, son idéologie qui l'empêche d'être à son plein potentiel parce que en mangeant 40 grammes de protéines au quotidien, bien évidemment qu'on ne peut pas être en pleine santé. Voilà, c'est pour illustrer. C'est pas ça, c'est que surtout ce qui est intéressant, c'est de voir ces personnes qui viennent m'y voir pour une problématique. Et souvent, la problématique a été engendrée par ce type de régime. Oui. C'est-à-dire que là, voilà, Céline, je suis végane, machin, je voudrais que tu m'accompagnes et que tu m'aides. J'ai plein de problèmes digestifs. Ouais, mais en fait, c'est ton régime végane qui te rend comme ça. Ou alors des personnes, voilà, je suis keto, machin, j'ai des troubles du comportement alimentaire, j'arrête pas de craquer sur des glucides et je suis fatiguée du matin au soir. Bah oui, c'est ton régime keto en fait, tu vois. Et à partir de ce moment-là, si la personne elle vient te voir pour une problématique et qu'elle n'est pas capable de se remettre en question et de comprendre que c'est son régime alimentaire qui l'a conduit à cette problématique, et que toi tu viens avec la solution en fait de tout révolutionner, changer sa manière de manger et éventuellement de penser, parce que c'est ça en fait qui a engendré ces problèmes. Donc la personne elle veut pas changer, ben moi je peux rien faire en fait. Je vais pas la laisser dans son régime alimentaire alors que je sais très bien que c'est son régime alimentaire qui l'a conduit à ses problèmes de santé. Donc, si elle veut résoudre ses problèmes de santé, il va falloir aussi qu'elle accepte de changer son mode de vie. Exactement. Donc, on n'est pas anti-vegan, on n'est pas anti-keto, on n'est pas anti ce que vous voulez, on est juste pro-santé. Et il n'y a aucune animosité, faites ce que vous voulez, etc. Nous, je pense qu'on a suffisamment de maturité pour laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Par contre, forcément, quand on parle d'accompagnement, on est sélectif. Pourquoi ? Parce que nous, il en va de notre énergie, de notre propre bien-être. On n'est pas des robots, on fait de l'humain. Et forcément, nous, voir des humains s'auto-saboter et se faire du mal de leur propre faute, ni on est empathique et on n'a pas envie de participer à ça. Voilà pour la répasse. Et qui, j'espère, pourra aussi vous aider et vous faire évoluer pour les personnes qui sont parfois un peu bloquées dans leurs croyances sans forcément parler d'accompagnement. Est-ce qu'on a fait le tour de toutes ces questions, ma chère et tendre ? Ça va ? C'est bon ? Oui, c'est bien. J'espère que ça vous aura aidé. On se retrouve pour une prochaine causerie la semaine prochaine. Un témoignage. Je ferai le montage du témoignage d'Hélène. Encore une fois, ça aussi, j'espère que ça pourra vous aider. Les petites infos qu'elle pourra vous glisser. Et puis on se voit, on va arriver sur les fêtes, là, bientôt. Donc peut-être on fera une causerie spéciale fête, comme on fait... Bon, on pourra faire une boîte à questions. Comme on fait souvent. Du coup, ça vous laisse 2 semaines, les amis. Posez vos questions. Si vous avez envie qu'on fasse une causerie pour les fêtes orientée là-dessus. Et posez toutes vos questions en commentaire et on les prendra pour faire peut-être une autre FAQ. Voilà. À bientôt.